L'Europe peut-elle se passer de Microsoft ou de Google? Avec les tensions géopolitiques qui se renforcent, la question a fait le tour des plateaux radio et télé ces derniers mois. Alors comment toi, tu peux bien t'y préparer quand tu comptes lancer ta startup dans un chaos pareil? La MTV, c'est le podcast pour ceux qui veulent lancer leur première boîte comme si c'était la dixième. Je suis William Sadrin, cofondateur de La Machine, le GPS IA des entrepreneurs, et j'ai le plaisir de te faire plonger chaque lundi et en moins de 10 minutes dans les clés de succès pour réussir à bien te lancer. Donc, si tu comptes lancer une boîte tech cette année et que tu as de l'ambition, il y a une question technique cruciale que tu vas forcément te poser rapidement. Je choisis quoi comme stack? Ou autrement dit, quelles briques technologiques, quels outils, quels prestataires choisir pour mon infrastructure techno? Classiquement, option A, AWS, Stripe, OpenAI, Notion, Slack, le meilleur de chaque catégorie, la voie rapide. Option B, OVH Cloud, Scaleway par exemple, Mistral, La Machine, des outils européens, la souveraineté, la conformité, l'étiquette Made in Europe. Comme souvent, c'est évidemment la guerre entre ces deux camps. Les souverainistes te traitent de vendu si tu prends AWS, et les pragmatiques te disent que tu te tires une balle dans le pied si tu refuses d'utiliser les meilleurs outils sur le marché. Mais en vrai, c'est évidemment un faux débat. L'être humain a une fâcheuse tendance à tout voir en noir ou blanc, alors qu'en réalité, il y a évidemment autant de teintes de gris qu'il y a de différents projets de start-up. La vraie question, c'est pas AWS ou OVH, c'est pour quel business, pour quel marché et avec quelles contraintes. Personne ne doit décider ça à ta place. Avant de te dévoiler les 5 questions à te poser pour bien choisir, faisons ensemble un petit bref état des lieux du débat, car 3 paramètres importants ont vachement changé ces dernières années. Premièrement, les outils européens sont devenus beaucoup plus crédibles. OVH Cloud et Skyway, aujourd'hui, ils proposent des offres cloud totalement compétitives avec AWS sur à peu près 80% des use cases. Mistral rivalise avec OpenAI sur certaines tâches. Et des SaaS européens sont aujourd'hui bien sûr au niveau de leurs équivalents US, comme Brevo, qui a plus grand-chose à envier à HubSpot. La souveraineté, en fait, elle n'entraîne plus forcément un sacrifice de performance. C'est devenu un choix viable. Deuxièmement, l'Europe en a fait une priorité stratégique. L'Union européenne et les différents États flèchent des milliards d'euros vers la tech pour construire une stack européenne crédible, une alternative qui fait sens. Et ça fait déjà quelques temps qu'on a réalisé que dépendre à 100% des États-Unis pour notre infrastructure numérique, c'est un risque géopolitique énorme. Et les derniers mois ne font qu'accélérer cette prise de conscience collective. Tu commences évidemment à comprendre que pour certains secteurs, comme la santé, la défense ou le secteur public évidemment, la question de la souveraineté devient de plus en plus centrale. Et c'est peut-être ça qui a le plus changé ces dernières années. Tes clients entreprises européennes de demain, en fait, ils vont te demander de plus en plus de garanties, avec des réglementations notamment, comme Secnum Cloud, HDS, hébergeur de données de santé, le RGPD ou l'AI Act. Avant de te dévoiler les 5 questions à te poser pour choisir efficacement ta stack technique, sois sympa, oublie pas de t'abonner, de liker et de partager ce contenu à un pote qui se lance, ça nous aide énormément. Merci. Bon, tu commences à comprendre, si t'es team souverainiste parce que c'est tendance, alors que tes clients sont aux États-Unis et que personne ne te le demande, tu te tires une balle dans le pied. Si t'es anti-souveraineté, ce qui serait un peu bizarre d'ailleurs, mais bon, par principe, alors que tu vises le secteur public, tu te fermes évidemment la plupart des portes de ton marché. Alors arrête de te demander, c'est quoi le mieux dans l'absolu? Pose-toi les bonnes questions pour ton cas précis. La première, c'est quoi ton marché cible? Tu vises le marché US dès le premier jour? Il y a de grandes chances que tes clients américains se foutent de ta souveraineté européenne, voire même ils préféreraient que tu crées la boîte aux États-Unis. Tu cibles la France et l'Europe? Privilégie évidemment les solutions européennes, c'est un argument commercial, surtout en B2B. Si tu vises global mais que tu démarres en France, évidemment, fais un choix hybride. Ton infrastructure critique en Europe et tes outils internes, évidemment que tu peux t'équiper américain si besoin. Deuxième question à se poser. Dans quel secteur je suis? On l'a vu, tous les secteurs ne sont pas égaux face à la question de la souveraineté. Pour la santé, la défense, la sécurité, la finance ou encore le secteur public, la stack européenne est non négociable aujourd'hui. Sinon, tu passes même pas les appels d'offres. Pour le secteur du SaaS B2B classique, de la CRM, un CRM, des outils de productivité, l'e-commerce grand public ou encore les apps B2C, c'est plutôt neutre. La souveraineté y est un nice to have, donc tu choisis le meilleur outil. Point. Parce qu'en réalité, il y a de grandes chances que tes clients, ils s'en foutent un peu tant que ça fonctionne. Puis il y a tous les secteurs où la souveraineté est en fait un argument marketing à considérer, et il faut que tu le considères. L'éducation, parce qu'il y a des données des élèves, la legal tech pour les données juridiques internes sensibles, ou encore la HR tech, les ressources humaines, où transitent quand même pas mal de données de salariés sensibles. La troisième question à te poser, c'est celle de la temporalité. Pendant ta phase de MVP, évidemment, c'est le pragmatisme qui doit primer. Tu testes une idée, tu veux valider un marché, utilise ce qui te fait aller plus vite, sans te poser trop de questions. Quand tu commences à passer à l'échelle, évidemment, là, tu dois un peu plus anticiper les choix et les contraintes. Et c'est le moment de migrer tes données vers une infra européenne si ton marché l'exige. Parce qu'une fois que ton PMF, ton Product Market Fit, commence à prendre, il vaut mieux souvent migrer au plus vite pour s'éviter des mois de galère quand tu seras trop gros.
Parce qu'une fois que ta startup est en rythme de croisière, ton infrastructure va devenir ton cœur de métier en réalité. C'est ta portabilité, le fait de ne pas avoir de contrat bloquant à long terme, ta réversibilité, ta capacité à changer de cloud par exemple, et ta conformité totale avec les certifications, les audits qui sont demandés par tes clients, qui détermineront la suite de ton parcours. La quatrième question à se poser, et celle-là elle est plutôt facile, c'est quoi les contraintes réelles de mes clients? Là c'est assez évident, c'est super, il suffit de leur demander. En leur posant la question par exemple, pour signer avec nous, avez-vous des contraintes sur l'hébergement des données? Ne vous inquiétez pas, ils vont vous le dire. Et la réponse peut parfois être surprenante d'ailleurs. Si vous ciblez par exemple un grand acteur français de la distribution comme Carrefour, pour en citer un, ben en fait il y a de grandes chances qu'il refuse de s'équiper d'une solution tournant sur AWS. Parce que oui, Amazon est un de ses plus gros concurrents. Enfin, le dernier angle par lequel prendre le problème du choix technique, ben, c'est lesquelles de tes briques doivent être souveraines. En vrai, on a rarement besoin d'une stack 100% européenne pour être souverain. Tu as de la place pour faire des choix éclairés sur les différentes briques de ton infra, de ta database, de des algorithmes, de tes outils internes ou encore ton prestataire de paiement. Tout n'est pas critique. Je résume donc tout ça avec quelques conseils et rappels. Premièrement, on le répète, on ne choisit pas par idéologie, on choisit par stratégie. Ensuite, penser que cet outil européen c'est forcément moins bien, c'est vraiment une hot tech de boomer. C'était probablement vrai il y a 10 ans, ça l'est vraiment beaucoup moins aujourd'hui. On teste avant de juger. Ensuite, on n'oublie pas de penser portabilité dès le premier jour. On containerise, on abstrait les API cloud, on utilise des standards ouverts, sinon dans 2 ans, t'es prisonnier de ton choix initial. Enfin, le dernier conseil, on n'oublie jamais de surveiller le coût réel. AWS, c'est magique, c'est flexible, mais en fait, les factures, elles peuvent exploser super vite. Fais le calcul sur 12-24 mois, pas juste au moment où tu te poses la question. Tu l'as compris, la question, c'est pas faut-il être souverain, c'est comment transformer l'exigence de souveraineté en avantage produit et business. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stack, il y a juste la stack qui est alignée avec ton business, ou pas. Et d'ailleurs, si tu es déjà très avancé et que tu vas avoir une idée de tes risques actuels, Bercy a lancé il y a quelques jours, le 26 janvier, l'indice de résilience numérique, avec un cadre méthodologique ouvert, complet, qui est diffusé sous licence Creative Commons, donc n'hésitez pas à faire le test. Sans transition, on passe aux news de la semaine. On aurait pu parler de la fusion de SpaceX avec XAI, ou encore d'un nouveau réseau social réservé aux agents IA, qui peuvent même d'ailleurs désormais aller jusqu'à recruter des humains pour réaliser des tâches dans le monde physique. Mais surtout impossible pour moi de ne pas te partager le nouveau Call for Startup de Y Combinator. Y Combinator partage à peu près tous les 3 mois les thématiques sur lesquelles ils cherchent des entrepreneurs pour rejoindre leur incubateur. Depuis le dernier Call for Startup, le niveau d'ambition attendu a encore explosé. YC cherche plus des features IA ou des chatbots qui améliorent la productivité. Ils veulent des boîtes AI natives qui remplacent des workflows entiers, des industries complètes, voire des métiers complets. Plus spécifiquement, Y Combinator recherche des projets d'AI Native Hedge Fund, d'AI Native Agency, d'AI Guidance for Physical Work, le cloud code du monde physique par exemple, ou encore de Cursor for Product Management. Je te mets le lien dans la description, tu auras la liste complète et l'ensemble des détails. Si tu es curieux, n'hésite pas à lire ça. Au passage, d'ailleurs, en voyant ça, j'ai remarqué que YC avait rajouté une question optionnelle, pas anodine, à son formulaire de candidature. Cette question, c'est partager une session de vibe coding dont vous êtes particulièrement fier. Selon le patron de YC, Gary Tan, c'est avant tout pour jauger de ton niveau de compréhension de tes utilisateurs et de la ténacité avec laquelle tu cherches à construire quelque chose que les gens veulent vraiment, pas pour savoir à quel point tu sais vibe coder. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute et ton soutien. On se retrouve lundi prochain. Et comme d'habitude, d'ici là, n'oublie pas de parler chaque jour à tes utilisateurs. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.